C'est assez intéressant de se retourner vers le passé et d'observer quasiment 30 ans d'informatique puis de numérique à l'école. Si on prend comme point de départ, on peut en prendre d'autres plus anciens encore, mais le plan informatique pour tous parce qu'il correspond tout de même à une certaine ampleur des équipements. Et observer qui a fait quoi et quels sont les déterminants des actions qu'on observe sur le terrain. Alors quand on a une vision souvent de l'intérieur du système éducatif, mais plutôt centrée pédagogie, on essaie de comprendre les évolutions des pratiques au travers des évolutions de point de vue sur la pédagogie. Et puis si on prend un peu plus de recul, qu'on sort de l'institution scolaire, qu'on observe d'autres déterminants, et en particulier que l'on prend en compte l'éducation comme un marché, et le fonctionnement des grands acteurs industriels et économiques du domaine, les grands surtout, on observe que finalement les choix pédagogiques n'ont pas nécessairement été réalisés par l'institution scolaire. Donc on a quelques éléments de preuve ou des indices, informatique pour tous, des constructeurs dont on ne rappelle pas l'identité, qui ont vu dans l'éducation et avec l'intérêt de l'État pour une dynamique économique qu'il y avait dans le marché de l'éducation, qu'il y avait dans l'éducation un marché intéressant. On a vu arriver donc dans ces années-là, fin des années 80, les premiers ordinateurs individuels aux performances modestes mais réelles, et qui, parce qu'ils étaient les ordinateurs individuels et qu'ils avaient les performances que l'on sait, ont permis ou non permis que de réaliser des applications relevant d'une approche pédagogique et d'un paradigme que celui du behaviorisme et ce que l'on appelait, pour ce qui est de son application, l'enseignement assisté par ordinateur. C'est assez intéressant parce que en fait, les spécialistes de l'apprentissage, les pédagogues, les chercheurs, savaient très bien dès les années 80 que le behaviorisme était un modèle qui convient pour certains apprentissages, des apprentissages comportementaux. Apprendre à ne pas fumer, par exemple, peut être traité en quelque sorte par une démarche behavioriste, mais que beaucoup des apprentissages, disons scolaires, ne conviennent pas ou ne correspondent pas à cette façon d'apprendre. Donc ce n'est pas par méconnaissance théorique et scientifique, mais c'est par coïncidence d'intérêts politiques, d'intérêts économiques, d'intérêts industriels, que finalement les choix pédagogiques ont été faits. Et cette aventure, en quelque sorte, s'est renouvelée à plusieurs reprises. On peut parler de l'aventure du déploiement des accès à l'Internet, où les grands opérateurs de communication français, et ça a été la même chose à l'étranger, ont investi le marché de l'éducation. Et dans la foulée de ces investissements-là et de cette ouverture de l'accès à Internet, on a vu se développer tout le mouvement pédagogique qui mettait à l'honneur le socioconstructivisme, qui était évidemment connu depuis longtemps, qui trouvait là un moyen de s'exprimer d'une façon parfois très efficace et parfois un peu plus chaotique, mais en tout cas avec cette même convergence ou congruence entre une dynamique politique, la modernisation de la France, les réseaux, une dynamique industrielle et économique, les grands opérateurs et les grands fournisseurs d'accès à Internet, et puis finalement la prise en compte de l'institution scolaire qui en a fait ce qu'elle a pu, des choses encore une fois parfois très intéressantes et parfois moins. Ce sont des cycles, puisque ce sont des cycles industriels. C'est très inquiétant, puisque ça tout de même montre que finalement les choix pédagogiques ne sont pas d'abord faits par les pédagogues. Et puis ça pose la question des cycles qui arrivent, et le cycle d'aujourd'hui s'appelle tablette tactile. Et on peut se demander finalement si le marché et les marchés que représente l'école pour les grands fabricants, les grands et les moins grands, mais les grands fabricants de tablettes, eh bien, ne dictent pas une fois de plus des pratiques pédagogiques aux pédagogues, aux enseignants. Quand on fait des observations de terrain, on voit que c'est un peu vrai. Et aujourd'hui, les usages de tablettes sont assez intéressants à observer parce que pour beaucoup d'entre eux, les tablettes n'ont pas été choisies pour des raisons pédagogiques.
c'est dans l'autre sens que ça fonctionne. On a des tablettes, donc on essaie avec ces tablettes de construire des pratiques pédagogiques qui sont efficaces. Et assez souvent, il faut bien le dire, les enseignants y parviennent. Assez souvent, ils n'y parviennent pas non plus. Mais en tout cas, ce qui est important de souligner, c'est que c'est l'enchaînement et la logique de cet enchaînement. Ce sont d'abord les déterminants politiques et surtout industriels et économiques qui prévalent avant les choix pédagogiques. Il me semble que l'éducation nationale et les enseignants pourraient être mis en situation de procéder différemment, de faire des choix pédagogiques et de faire appel à des industriels pour travailler avec eux en collaboration et développer des technologies ou adapter des technologies, développer des ressources qui leur conviennent davantage. Alors on ne peut pas dire que ça ne se fait pas, on peut juste se dire que ça ne se fait pas ou peu avec les grands industriels du domaine qui ont encore une position, un très grand leadership sur ces marchés, et que ça se fait de plus en plus, mais avec les petits industriels, petits fabricants de tablettes, éditeurs à taille nationale, comme éditeurs publics Canopé par exemple, ou des éditeurs privés, fabricants de différentes technologies, de différentes ressources, qui construisent avec les utilisateurs, les enseignants, leurs élèves, une autre approche de la conception et donc des produits. On utilise les technologies disponibles pour construire de la pédagogie. On ne peut sans doute pas aller à l'encontre des grandes logiques de marché, c'est bien évident, mais on pourrait peut-être tout de même avoir une prévalence plus forte de la pédagogie avant de choisir des technologies, même si ces technologies ne sont pas créées pour nous. Je donne un exemple pour illustrer cela qui est anecdotique, peut-être exagéré mais très évocateur. C'est une réunion avec un ensemble d'enseignants dans un utilisateur de tablettes avec leurs élèves de plusieurs disciplines. Un premier enseignant de mathématiques installe un logiciel de géométrie et regrette que le doigt de l'élève soit trop gros et ne permette pas de faire vraiment de la construction géométrique et demande: est-ce que cette tablette fonctionne avec une souris pour être plus précis? Oui, bien sûr, on peut. Un enseignant d'une autre discipline, de lettres en l'occurrence, dit: la production d'écrit c'est important, c'est très intéressant, mais le clavier virtuel n'est pas très efficace. Est-ce qu'on peut connecter un clavier à la tablette? Et un enseignant de sciences dit la possibilité d'aller prendre des photographies lors d'expériences ou de visites de terrain, c'est très intéressant, mais la taille de l'écran est un peu faible, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un écran plus grand? Donc vous voyez, on passe de la tablette à l'ordinateur tout à fait classique. Et de ce fait, on n'a pas pris en considération les caractéristiques propres de la tablette. Elle est tactile, elle a des capteurs divers et variés, elle est nomade, et les pratiques pédagogiques. Enfin, vous voyez le conflit entre la technologie et les pratiques pédagogiques, et qui sont liés à un héritage qui fait qu'on n'a pas choisi le matériel, on essaie de faire avec.